En 1995, Shamil Basayev, débordé par les otages de l'hôpital de Boudionovsk, a raconté comment il avait réussi, en pleine guerre incessante en Tchétchénie, à parcourir environ 350 km de Grozny à Boudionovsk. À bord de 3 camions avec 195 hommes, les hommes de Basayev payaient des pots de vin aux policiers à chaque poste de l'inspection nationale des véhicules. Et ils auraient continué leur voyage, car ils avaient initialement prévu d'aller jusqu'à Moscou, mais ils étaient tout simplement à court de liquide. L'opération a, en théorie, échoué à cause de l'avidité et de la cupidité des postes de la police routière. Nous manquions simplement de fonds pour financer ce poste. 30 ans plus tard, il a été révélé que les drones First Person View, utilisés dans l'opération Toile d'araignée, avaient transité par le Kazakhstan avant d'entrer en Russie. Le service de sécurité de l'Ukraine confirme que les drones ont été importés en Russie et non assemblés localement. Cela se remarque aussi par la charge utilisée dans les vues à la première personne, composée de projectiles cumulatifs issus de la protection dynamique pour focaliser l'explosion. Autrement dit, il ne s'agit pas d'explosifs que l'on pourrait simplement se procurer sur le marché noir russe. Donc, on en conclut que la frontière russe n'est pas verrouillée, tout comme il y a 30 ans. Mais ne pensez pas que je compare la prise d'otage de l'hôpital par Basayev et l'opération du service de sécurité d'Ukraine. Bien sûr, la prise d'otage et la destruction d'avions ennemis, qui depuis 3 ans terrorisent les enfants et les personnes âgées avec ces avions, détruisant des hôpitaux, des écoles et des centrales thermoélectriques, sont des choses incomparables. Seuls les lâches peureux de la propagande russe peuvent assimiler la destruction de bombardiers stratégiques sans aucune victime à un acte terroriste. C'est pourquoi j'ai commencé par Basayev. Et bien sûr, je voulais aussi attirer votre attention sur un autre point. Vous comprenez, si la guerre russo-tchétchène avec de véritables actes de terreur n'est pas devenue une guerre populaire pour la population russe. Quand les agents de la circulation étaient tout prêts à laisser passer des camions avec les hommes de Basayev contre de l'argent, alors que dire de la guerre russo-ukrainienne ? C'est pourquoi je ne suis absolument pas surpris quand je vois un conscrit filmer les frappes aériennes pour avoir du contenu sensationnel. Et la vidéo montre que l'Ukraine, qui est beaucoup plus unie face à la menace extérieure, peut en profiter de manière plus active. On vient d'apprendre où se trouvait l'entrepôt où ces drones étaient rassemblés. Andreï, savez-vous où il se trouvait ? À Tcheliabinsk. C'est-à-dire que tout le territoire de la Russie était dans la zone d'attention des actions du service spécial de sécurité d'Ukraine. Il y a plus de 10 ans, une vidéo intitulée « La nouvelle arme secrète de la Russie » était populaire dans le segment russe d'Internet. Dans la vidéo, à l'aide de graphismes 3D, on montrait comment un énorme drone sortait d'un simple camion de fret et détruisait du matériel sur une base aérienne de l'OTAN, y compris des bombardiers stratégiques B-2. Revoir cette vidéo est amusant, mais l'important est le concept principal. L'opération Toile d'araignée a été beaucoup discutée, mais voici le détail que j'ai trouvé le plus intéressant. Selon le service de sécurité d'Ukraine, les drones qui ont émergé des camions stationnés près des aérodromes russes étaient contrôlés par une combinaison d'intelligence artificielle et de pilotage manuel. Sans cette technologie, personne n'aurait osé planifier une opération d'1 an et demi, ce qui n'est pas surprenant, en raison du risque que le drone soit neutralisé par un système de guerre électronique au moment crucial. Mais avec la possibilité d'un guidage autonome vers la cible, l'histoire est différente. J'ai géolocalisé la station-service où s'est garé le camion transportant les drones ayant attaqué l'aérodrome Oleni. Attention, les drones ont parcouru plus de 6,5 km du point de lancement à la cible. Et maintenant, réfléchissez aux possibilités que cela ouvre pour l'Ukraine. Un tel drone n'a pas besoin de signal de positionnement global, car il est guidé jusqu'à la cible par un opérateur via le signal vidéo à l'aide d'Internet mobile. Et à la phase finale du vol, un tel drone n'est déjà plus sensible à la guerre électronique. En effet, la destruction de la cible peut être effectuée de manière autonome, et un tel appareil sans pilote peut être lancé à 6 km de l'objectif à atteindre. En vérité, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Un tel drone peut désormais frapper presque n'importe quelle cible, en décollant de n'importe où, comme depuis la fenêtre d'une maison moscovite à l'intérieur du périphérique du jardin. En somme, la destruction partielle des bombardiers stratégiques et la mise hors service de 2 à 50 opérationnels auront un impact direct sur le champ de bataille. La Russie ne dispose plus que de 3 ou 4 systèmes radars longue portée opérationnels. Ainsi, en plus de la destruction d'appareils essentiels, l'opération Pautina a démontré la vulnérabilité totale de la Russie face aux activités de sabotage. En d'autres termes, c'est un échec complet du service fédéral de sécurité, des gardes-frontières et des autres forces de l'ordre. Et bien sûr, après un tel échec, la propagande du Kremlin devait immédiatement entrer en jeu. Après tout, que leur restait-il d'autre à faire ?
La stratégie de l'Ukraine, ou plutôt celle de Zelensky, c'est comme un hameçon dans une pizza aux États-Unis. Apparemment, durant la 4e année de guerre, je ne peux l'interpréter autrement. Jusqu'à présent, l'administration de Zelensky pense qu'il faut entraîner les États-Unis dans la 3e guerre mondiale. Souvenez-vous, tous ceux qui vous racontent maintenant que de telles frappes mènent à l'escalade. Ils travaillent et reçoivent un salaire de structure lié au Kremlin. Gardez simplement cela en tête. En effet, la démonstration de force dans une guerre contre un agresseur conduit à la désescalade et non l'inverse. L'initiative céréalière de la mer Noire est un accord signé entre l'Ukraine, la Russie, la Turquie et l'Organisation des Nations Unies pour créer un corridor céréalier sécurisé depuis l'Ukraine. Moins d'un jour après la signature de l'accord, la marine russe a attaqué le port d'Odessa avec des missiles Calibre sans enfreindre officiellement l'accord car le terminal céréalier est resté intact. Les provocations de la part du Kremlin se produiront constamment dès la signature de l'accord, mais Moscou ne s'en retirera officiellement que le 17 juillet, lorsque 2 drones maritimes feront s'effondrer une partie du tablier du pont de Crimée. Ceux qui servaient la propagande du Kremlin avec le même zèle qu'aujourd'hui se sont empressés d'accuser le régime de Zelensky, affirmant que la destruction du pont n'avait qu'une portée médiatique et ne ferait qu'énerver Poutine. Les 18 et 19 juillet, la marine de la Fédération de Russie a activement utilisé la flotte de la mer Noire pour frapper les infrastructures portuaires ukrainiennes. Mais ensuite, c'est Kiev qui a frappé. En quelques mois, des drones de surface ont détruit plusieurs navires de la flotte de la mer Noire. Des missiles Storm Shadow ont frappé le quartier général de cette flotte et pour la première fois dans l'histoire, un missile de croisière a détruit le sous-marin Rostov-sur-le-Don. Suite à cela, le Kremlin a redéployé les restes de sa flotte vétuste à Novorossiysk. Et depuis, plus personne ne parle de l'accord de la mer Noire, ni du fait que la Russie menaçait de considérer tout navire se rendant dans les ports ukrainiens par la mer Noire comme transportant des cargaisons militaires. Et ce n'est pas seulement parce que l'Ukraine a réussi à détruire la moitié de la grande et puissante flotte de la mer Noire. Moscou comprenait parfaitement, c'est tout. Si elle continue d'attaquer les navires se rendant dans les ports ukrainiens, l'Ukraine commencera également à attaquer les navires se dirigeant vers les docks russes. Et d'une certaine façon, tout s'est réglé seul. Il s'est avéré que si l'agresseur rencontre une réponse symétrique, il n'ose pas aller plus loin dans l'escalade. Le monde glisse doucement vers une guerre nucléaire. Et le plus effrayant dans cette dérive, c'était d'abord qu'il était évident que Zelensky menait délibérément à cela, qu'il était très important pour eux qu'une 3e guerre mondiale éclate. Eh bien oui, bien sûr, après de tels coups douloureux portés à l'aviation stratégique, qui avait justement un sens militaire, l'aspect médiatique vient en supplément. Les gens du Kremlin ne pouvaient pas ne pas utiliser le premier point de leur principal manuel. Poutine va déclencher une 3e guerre mondiale nucléaire. Personnellement, je ne sais pas si ce vieil homme fou utilisera un jour l'arme nucléaire. Mais ce que je comprends avec certitude, c'est que les chances que Poutine utilise l'arme nucléaire ont diminué et non augmenté après l'opération Potina. Encore une fois, comme pour l'accord sur les céréales, le Kremlin comprend parfaitement. L'Ukraine a réussi à introduire en Russie des drones autonomes capables de frapper diverses cibles. La défense antiaérienne est inefficace contre eux. La guerre électronique, pratiquement aussi. En d'autres termes, Poutine réalise que s'il utilise des armes nucléaires tactiques, il y aura inévitablement une réponse sur son territoire. Un sabotage contre un grand pipeline d'ammoniac, contre une centrale nucléaire ou contre une usine toxique. Eh bien, qu'attendiez-vous si une arme non conventionnelle a été utilisée contre un pays non nucléaire? Bien sûr, ensuite l'apocalypse commencera, mais le truc, c'est que la même apocalypse peut aussi commencer en Russie, et Vladimir Poutine en est conscient. Cela a fonctionné ainsi pour la liberté de navigation en mer Noire et les frappes contre l'infrastructure énergétique. Vous vous rappelez quand l'Ukraine a commencé à détruire les raffineries de pétrole russes? Après un certain temps, la Russie a accepté, pour une raison inconnue, de limiter les frappes contre l'infrastructure énergétique, malgré les prédictions d'une terrible escalade. Dans une vidéo précédente sur le complexe de missiles Sapsan, j'expliquais comment l'apparition d'armes balistiques ukrainiennes paralyserait le trafic aérien russe. Cela rappelle les attaques massives de drones visant la capitale de la Fédération de Russie. La première utilisation de missiles balistiques ukrainiens frappant Moscou mènera éventuellement à une désescalade. En effet, dès que Kiev atteindra un volume de production de missiles significatif, Poutine, bien sûr, après quelques jours de bombardement ininterrompu de la capitale ukrainienne, acceptera de s'abstenir de frapper certaines cibles ou villes. Vous le verrez. Et savez-vous pourquoi ? Après une forte contre-attaque des forces ukrainiennes, Vladimir Poutine devient subitement favorable au compromis.
Et tout cela pour une seule raison, celle par laquelle nous avons commencé la vidéo. Quoi qu'on vous dise, la guerre en Ukraine n'est pas devenue une guerre populaire pour les Russes ordinaires. Même si 80 à 95% des Russes soutiennent le leader national, c'est différent de soutenir un dictateur à travers les écrans de télévision. C'en est une autre lorsque tu ressens chaque jour les conséquences de ces décisions, comme l'arrivée d'explosifs près de chez toi. Contrairement aux Ukrainiens, qui comprennent que l'alternative aux raids nocturnes de drones Shahed, ce sont les violeurs et meurtriers russes dans la ville, et ils sont simplement obligés de tenir bon. Les Russes manquent de résilience par rapport à d'autres. Certains pourraient contester cette affirmation, mais voici ma réponse. Vladimir Poutine lui-même est arrivé au pouvoir en promettant à une population terrifiée de mettre fin à la guerre en Tchétchénie et de mettre un terme à la peur. Poutine n'annonce pas de nouvelles mobilisations pour éviter d'accroître les tensions sociales. Et encore une fois, je vais vous montrer une vidéo où les habitants de Rostov se réjouissent en rencontrant un véritable conspirateur et rebelle contre leur leader national bien-aimé. La méthode russe de guerre par pression lente résout deux problèmes, politique interne et ukrainien-russe, pour éviter que la guerre ne pèse trop sur la société. Il n'y a pas de mobilisation, seulement des volontaires. La mort d'un volontaire est une affaire personnelle. En quelque sorte, oui, la société n'en souffre pas vraiment. Et deuxièmement, c'est une méthode qui épuise la société ukrainienne en élevant le seuil jusqu'à l'impossible. Bien que ces deux-là récitent la note d'instruction reçue la veille de l'émission, il leur arrive parfois d'énoncer des vérités. Oui, Vladimir Poutine a misé sur une guerre longue, une guerre d'usure. L'objectif principal n'est pas la conquête de territoires en tant que telle, mais une pression constante, l'épuisement des forces vives et de la société civile. Et en même temps, remarquez que même des propagandistes du Kremlin aussi élitistes qu'Alexei Arestovitch, consciemment ou non, admettent qu'un élément important de cette stratégie de Poutine est le maintien de la stabilité à l'intérieur de la Fédération de Russie. Cependant, au fil des mois de guerre, il devient de plus en plus ardu de garantir cela. En effet, regardez ce qu'a également révélé l'opération Poutine. Elle a démontré que la Russie n'a pas d'agents infiltrés dans les services spéciaux ukrainiens capables de fournir des informations sur un raid en préparation contre les aérodromes. Imaginez un pays où, récemment, le ministre de la Défense et ceux des forces de l'ordre avaient la citoyenneté russe, mais où il n'y aurait pas de hauts responsables agents russes. Réfléchissez-y. Soyons clairs, ce n'est pas de la propagande ukrainienne. Objectivement, pendant toute la guerre, le service fédéral de sécurité n'a pas égalé l'ampleur des opérations spéciales menées par le service de sécurité d'Ukraine et la direction principale du renseignement. D'où découle une question logique. Y a-t-il des agents ukrainiens dans les services spéciaux russes? Passons maintenant au point principal de cette vidéo. Je ne sais pas si des agents recrutés par Kiev se trouvent directement à la Loubianka, ni combien ils sont là-bas. Mais je sais de première main qu'en Russie, il y a un très grand nombre de personnes prêtes à aider les forces armées ukrainiennes, parfois pour de l'argent et parfois même par conviction. J'ai besoin d'informations provenant directement des militaires sur la ligne de front, ainsi que de ceux qui se trouvent à l'arrière. Ce qui m'intéresse chez eux, ce sont des informations sur le personnel, sur les entrepôts, sur les dépôts de carburant et de lubrifiant, sur les équipements de guerre électronique et de renseignement électronique. Le service fédéral de sécurité m'intéresse particulièrement. Tout le monde connaît la cause de cette guerre. Je m'intéresse aux informations opérationnelles et tactiques. J'ai vraiment besoin de contacts de chercheurs de différents laboratoires de recherche et de domaines similaires. Je suis également intéressé par des informations sur les agents russes à l'intérieur de mon pays. Il est à noter que le projet L'argent de l'apostole, initié par le journaliste ukrainien Dmytro Karpenko, n'a pas d'équivalent en Russie. Mais même en Russie, c'est un projet sans précédent dans l'histoire mondiale des conflits. Mais en Fédération de Russie, il n'y a vraiment aucune personnalité médiatique réputée qui paierait de l'argent pour des informations secrètes à ceux qui souhaitent aider la victime de l'agression de Poutine. Qu'est-ce que le projet Argent d'Apostole? C'est une possibilité banale de contacter directement Dmitri et de lui transmettre des informations qui intéressent l'Ukraine. Il répond personnellement aux messages. Après qu'il devient clair que vous pouvez vraiment posséder des informations présentant de l'intérêt, Dmitri contacte l'informateur par appel vidéo afin que le contact puisse s'assurer qu'il parle directement avec lui. Les résultats de ce travail colossal sont rarement rendus publics, mais croyez-moi, il est fort probable que vous voyez souvent les fruits de ce travail sur les écrans de vos appareils. Vous ne réalisez pas toujours que tout a débuté par un simple échange sur WhatsApp. Bien que certains succès soient difficiles à illustrer de manière éclatante, il s'agit parfois simplement d'un travail monotone. Dmitri a réalisé plus d'une centaine d'entretiens avec des Russes ayant rejoint le camp ukrainien. Pouvez-vous imaginer la quantité d'informations qu'ils ont pu transmettre ?
Ici, dit-il, il y a aussi le 3e bataillon. Ici, ce sont les nôtres. Ici, il y a des drones. Il dit, ici, un drone viendra. Il dit qu'il vous larguera de l'eau et de la nourriture chaque jour. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact sur les forces armées ukrainiennes pour abattre des drones de reconnaissance, neutraliser des appareils sans pilote ou améliorer leur système de guerre électronique? Dimitri a reçu une fuite de 100 gigaoctets de données de l'entreprise Centre Technologique Spécial, qui produit des drones, des technologies de guerre et de renseignement électronique, ainsi que d'autres produits militaires pour des milliards de roubles. Je vais maintenant lire la liste des systèmes et des produits qui nous ont été transmis. La documentation fournie permet de reproduire entièrement ces produits, depuis le tout premier boulon jusqu'à la phase finale de la cellule sur un camion Oural par exemple. Le plus amusant, c'est que de telles fuites ne donnent pas seulement à la partie ukrainienne la possibilité d'étudier les équipements de l'adversaire et d'adapter ses propres armes à ses vulnérabilités, mais elles ralentissent aussi la production elle-même. Voici d'ailleurs une petite information privilégiée pour vous. Après la publication de Dimitri, qui a révélé que le coût de chaque achat du centre technologique de la station était littéralement multiplié par 10, une véritable fouille a commencé dans l'entreprise, ce qui a sérieusement affecté le rythme de production. Dans le même temps, les personnes concernées qui transmettaient des informations ont été évacuées avec succès de Russie, là encore grâce à Dimitri. Je le dis pour souligner à quel point lui et son équipe agissent de manière réfléchie, contrairement à ce que nous avons pu observer de la part de la Fédération de Russie. Et je vous conseille de prêter attention à l'activité libre de cette ressource sur Telegram. Il s'appelle Dimitro Apostol. Le voilà qui se vante, voilà ce qu'ils font. En fait, ils collaborent avec le service de sécurité d'Ukraine ou la direction principale du renseignement, je crois, je serai honnête. Ils ont dépensé 25 millions de roubles depuis octobre. Et ils montrent combien, pour cet argent, parfois sur une base idéologique depuis la Fédération de Russie, depuis le complexe militaro-industriel, des employés ont envoyé une masse de documentation secrète sur nos armes militaires. Ils la montrent même. Dans notre imaginaire hollywoodien, la transmission d'informations secrètes implique des opérations spéciales avec des caches et des planques. En réalité, Dimitri demande simplement à tous les Russes concernés et désireux de gagner de l'argent de lui écrire sur WhatsApp ou sur Telegram ou sur Signal, où il vérifiera personnellement l'authenticité du contact par appel vidéo, puis il recevra et traitera les informations importantes. Bien sûr, il existe des ressources, ou plus précisément des bots Telegram, qui extorquent ce genre d'informations secrètes aux Ukrainiens, mais premièrement, presque personne n'en a entendu parler. Deuxièmement, dans 99% des cas, ils sont créés par les services de spéciaux ukrainiens eux-mêmes, qui trouvent ainsi les traîtres. Et c'est une autre différence entre l'Ukraine et la Russie. C'est précisément en Ukraine que l'on utilise davantage les technologies modernes pour mener une guerre moderne. Cela est probablement dû à une jeune génération dirigeant les services spéciaux en Ukraine. Boudanov a 39 ans, Maliuk 42 ans et Bortnikov, chef du service fédéral de sécurité, a 73 ans. Une fois de plus, les résultats du travail de Dimitri, dont profite la direction principale du renseignement ukrainienne et le service de sécurité de l'Ukraine, ne sont pas encore très publics. En réalité, le fait que nous n'apprenions que parfois indirectement ces succès est la meilleure preuve que l'argent de l'apostole est un programme qui offre aux informateurs un anonymat et une sécurité absolue. Cependant, en lisant entre les lignes ces messages sur Telegram, nous comprenons certains indices. Vous vous rappelez peut-être des cris des correspondants militaires russes concernant les frappes sur une base en Crimée où les forces spéciales de la direction principale du renseignement s'entraînaient ? Ceux qui s'y connaissent comprennent que chaque spécialiste de la direction générale du renseignement de la Fédération de Russie vaut littéralement son pesant d'or. Donc, Dimitri a clairement laissé entendre à ses abonnés, et je peux confirmer que c'est justement ce rare cas où le travail du programme Argent de l'apôtre a été rendu public. Vous pouvez vous acheter un nouvel appareil, aller l'activer quelque part loin de votre lieu de résidence ou de travail. Installer WhatsApp, jeter la carte de module d'identité d'abonné, passer l'appareil en mode avion et utiliser uniquement le Wi-Fi. WhatsApp et Wi-Fi, ne faites rien d'autre, n'allez nulle part, c'est le schéma idéal. En même temps, nous pouvons communiquer à des heures précises. Cela se pratique aussi là-bas. Le téléphone peut ne pas être avec vous. Votre plus gros problème, c'est votre langue. Si vous gardez le silence, vous n'aurez pas de problème, personne ne vous soupçonnera, et vous deviendrez plus riche. Encore une fois, pas besoin de se précipiter pour acheter un appartement ou une voiture. Tout dépend des informations que vous donnerez. Ce passage de ma vidéo sur Dimitri Karpenko ne cherche pas à lui attirer des abonnés ou à collecter des fonds en sa faveur. Si vous connaissez l'activité du programme, vous savez que Karpenko n'annonce aucune collecte. Son programme n'est pas destiné à faire le buzz, il est axé sur les résultats.
Et quoi de plus grande reconnaissance du résultat qu'une tentative de l'ennemi d'empêcher Apostol? Si vous êtes abonné à sa chaîne, vous avez pu voir quels moyens le Kremlin est prêt à dépenser pour faire taire le projet. Tentative de piratage des gadgets principaux de Dmitri en utilisant un logiciel très coûteux. Il s'agit d'un logiciel espion à la location, du type Pegasus, développé en Israël. Un tel logiciel espion coûte des millions de dollars, littéralement des millions de dollars. C'est la preuve à quel point les actions de Dmitri sont douloureuses pour le Kremlin. Je veux simplement vous montrer à quel point les approches de la partie ukrainienne en matière de sabotage sont uniques, élégantes et en même temps simples. Et je veux simplement que vous réalisiez quelles forces du service fédéral de sécurité, héritier du légendaire comité de sécurité d'État, sont mobilisées pour contrer cela. En fait, il s'agit simplement d'un blogueur ordinaire qui, avec des moyens de fortune et sans beaucoup d'argent, fait ce dont le Kremlin est tout simplement incapable. Cette vidéo n'est pas simplement une tentative de rendre Dmitri et son projet plus populaires. Les liens nécessaires sont dans la description de la vidéo. C'est une tentative de démontrer que l'Ukraine a encore des atouts dans sa manche. Elles ne conduisent pas toujours à des images spectaculaires filmées sur les aérodromes russes. Mais elles font clairement comprendre au Kremlin que les réponses asymétriques de Kiev peuvent être si douloureuses que la décision de mener une guerre d'usure pourrait mal finir pour l'agresseur, dont la capacité à résister pourrait s'effondrer bien plus tôt.